chez Octopop. Et bonjour mesdames, bonjour Annabelle, bonjour Anne-Sophie. Bonjour mesdames, bonjour Anne-Sophie, bonjour Audrey. Bonjour, bienvenue dans un nouveau podcast. On te reçoit aujourd'hui Anne-Sophie. Donc Anne-Sophie Fauquenois, tu es ostéopathe, entre autres. On va dire que c'est la carte, entre guillemets, des visites où les gens peuvent retenir ce que tu fais. Et puis tu as tout un univers, toute une façon de faire, de te préparer, d'aller en détail, en profondeur, de réfléchir, de penser et d'accueillir les gens. Je le dis très vite, comme ça on va pouvoir aborder plein de trucs. Oui, Et alors déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est trop chouette. Pour les personnes qui nous écoutent, on mettra lien ou pour pouvoir te retrouver, oui. savoir où prendre rendez-vous, etc. Bon, il faut être dans ta ville. On a essayé de la faire venir à Nantes, mais visiblement, ça marche pas encore. Mais on est encore sur On le coup. désespère pas, Tout on à lâche fait. pas. Peut-être un Jamais. jour. Voilà. Double cabinet. Je le pose là, tu sais, on sait jamais, tu sais, ça vient faire dans la tête. Plantons des graines. Exactement. Euh, alors, on a plusieurs traditions. Avant de te présenter, c'est de poser la question de l'invité d'avant. Or, là, elles étaient deux. Donc tu Donc, as... tu as deux questions. Et l'idée, c'est que toi, tu poses aussi une question pour l'invité d'après en fin de podcast. Voilà. Pas de pression pour le réfléchir. La plupart du temps, c'est aussi ce qu'on a abordé comme sujet. Et ta réponse aux deux questions. Bonus, toi. On va rebondir dessus et rien n'est figé, tu verras, c'est trop cool parce qu'il faut savoir aussi que cet épisode-là, avec les deux questions, il n'est pas encore en ligne. Donc nous, on sait de quoi il s'agit, mais c'est tout. Personne d'autre le sait. Ouais, c'est trop bien. Alors, Anne-Sophia, avant de te présenter, je vais te poser la question de une de nos invitées, c'est pourquoi choisir le métier d'indépendante plutôt que de salarié? Alors ouais, indépendant, c'est pas un métier, mais pourquoi choisir de travailler en indépendante en tout Ah, cas? tu commences déjà à me reprendre. Non, c'est pas toi, c'était juste pour spécifier parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui Évidemment. vont le penser. Attends, est-ce qu'on le redit? On va... Attends. Pourquoi choisir le métier d'indépendante plutôt que de salarié? Le métier d'indépendante n'existe pas. C'est pas un métier. Euh, je dirais que ça n'a pas été tellement réfléchi, en fait. Ça a été plutôt évident. Et si, enfin, là, quand j'ai mis la conscience dessus, je me suis dit, en fait, que j'aurais pas pu avoir de chef. Je pense que le fait qu'on me dise quoi faire sans avoir je pense qu'il y a vraiment la notion de liberté. Je pense qu'il rentre dans l'histoire. Et oui, la notion d'autorité, qui est pas toujours, voilà, on sait ce que c'est le monde de l'entreprise aujourd'hui, c'est pas toujours très bienveillant, c'est pas toujours, les valeurs sont pas toujours, enfin voilà, ne sont souvent pas les miennes en fait, j'ai envie de dire, le sens de l'humain n'est pas toujours au cœur. Hmm. Donc j'ai envie de dire que voilà, mon métier s'est un peu imposé à moi dans le sens où ça a été vraiment, moi, je dirais un truc un peu intuitif, quoi, où en fait, je me suis dit, c'est ça que je veux faire et sans vraiment que ça soit réfléchi. Et puis, au fur et à mesure du temps, je me suis dit, bah oui, en fait, au vu de tout ce qu'on peut me raconter dans mes copains, je sais pas, par exemple, de lycée ou quand on était vraiment encore jeune, ado, et qu'aujourd'hui, ils me racontent leurs expériences dans les entreprises, ou même des passions, je me dis, oui, bon, je suis contente d'être là où je suis, quoi. Ouais. Et en fait, tu as toujours ta vie professionnelle, parce que du coup, on rebondit, hein, ta vie professionnelle a toujours été sous un statut indépendant, ou est-ce qu'à un moment donné, tu as eu un autre statut? Non, j'ai toujours été Ok. indépendante. Après, c'est au vu de mon métier qui n'est pas très bien intégré dans les systèmes de soins, on va dire, classiques. Mhm. Même s'il y en a hein, qui travaillent dans des différentes structures. Moi, j'ai tenté au début, quand je me suis installée, en me disant que ça pourrait me faire voir autre chose que le cabinet et voilà, d'autres expériences. Après, mais bon, je suis quand même encore indépendante, mais j'interviens en entreprise. Ok. Ça me Mais, met dans le cadre de l'entreprise, mais j'ai hmm, pas d'ascendant particulier, quoi. Enfin, oui. Oui, c'est toi je qui poses reste ton cadre, en extérieur. fait. Oui.
T'es Oui, prestataire, quoi. C'est ça, exactement. Ouais, ok. Et pour les gens qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, du coup, ton parcours professionnel, tu as commencé ta vie professionnelle en tant qu'ostéopathe. C'est ça, ouais. J'ai Voilà. fait 6 ans d'études après le bac pour devenir ostéo, ouais. Donc, dès que tu as eu ton bac en poche, ou même un peu avant, du coup, tu t'es dit, moi, ce que je veux faire dans la vie, c'est ostéopathe. Ouais, exactement. En fait, j'ai toujours su, depuis plus loin que je me rappelle, je pense que j'étais au collège et je voulais faire un métier en lien avec le soin. J'ai pas mal de médecins dans ma famille, mon grand-père, des oncles et tantes, des cousins, etc. Et en fait, j'ai jamais compris. Donc, voilà, l'humain, la santé, etc., ça a toujours été un sujet pour moi qui m'intéressait. Et en fait, ça m'a toujours rebuté le concours de médecine déjà parce que je pensais que j'étais pas capable. Mm. L'école, c'était pas, enfin, j'étais moyenne, mais bon, voilà, j'aimais pas trop travailler, quoi, rentrer dans le cadre, on va dire. Et puis le truc d'aller un peu écraser les autres dans le concours, il y avait un truc pour moi qui était juste Mm. pas logique et pas, voilà. Et puis j'en ai discuté bah, avec une de mes cousines en lui expliquant un petit peu voilà, j'avais envie d'être dans le soin, mais sans, voilà, avec quand même comment je pourrais dire, pouvoir prendre des décisions quand même. Il y avait quand même cette idée je sais pas trop comment exprimer, mais bon, en tout cas d'accompagner, on va dire, et de pouvoir prendre le temps. Et c'est là où elle m'a dit, ah mais moi j'ai une copine qui est en première année d'ostéo, il faut que tu ailles voir ça, machin. Et puis du coup, je me suis renseignée, je suis allée consulter, et je me suis dit, waouh, ces gens qui ont 1 heure en fait, qui prennent entre 3 quarts d'heure et 1 heure pour être avec les gens. Enfin voilà, ça m'a tout de suite plu, même si enfin, le côté manuel était juste évident, sans Mm. que je me pose tellement de questions. Et je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Et il y avait soit ça, et sinon j'avais aussi, pour être honnête, une autre idée, c'était de partir dans tout ce qui était psycho. Et mon père m'a dit, non, tu n'iras pas à la fac. Et ouais, et pourquoi? Et ben, parce que il a eu, lui, à la fac, il a fait pas mal de bêtises, et du coup, pour lui, la fac, c'était pas assez cadré, et qu'il voulait, voilà, qu'on soit dans des trucs hyper cadrés, et qu'on puisse pas partir. Et puis, il me disait, mais de toute façon, psycho, c'est une voie de garage. Bon, Mhm. voilà. D'accord, Mon ok. parcours aujourd'hui, c'est marrant, quoi. Ouais. Oui. Alors là, c'est super intéressant tout ce que tu viens de dire. Déjà, il y a plusieurs notions et des choses qu'on retrouve aussi très souvent chez les neuroas. Au tout début, tu parlais d'une notion de liberté. Alors, je le remets là. Être à son compte, c'est moyen la liberté. Faut qu'on pas en France. Je connais pas les autres pays, mais on est quand même attaché à coucou l'URSSAF, à plein de trucs. Oui, je Euh, pense que je disais plus ça dans ma décision, dans mes ouais, propres décisions, en fait, de Ouais. oui, pouvoir être maître ouais. de ce que j'ai envie de faire. Bien sûr Mm. que oui, c'est pas, enfin voilà, dans toute situation, il y a des inconvénients, Des on est bien contraintes, d'accord, ouais. hein. Coucou l'URSSAF. Et ouais, c'est pour Mais, ça que je le redis, parce que souvent dans nos accompagnements, que ce soit Annabelle ou moi, il y a plein de personnes, Aura, qui se disent: oh, la solution, c'est d'être à son compte. Eh ben non, c'est pas forcément la solution, parce que c'est un métier dans un métier, dans un métier, dans un métier. Il y a plein de choses à organiser derrière Mm. qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas. Et j'ai envie de dire, des fois, tant mieux, parce que sinon, on ne verrait pas des pépites et des talents sortir. Mais voilà, aussi pour mettre, c'est vraiment Ouais. pour les neuroatypies, la question de liberté, ça va être psychique, psychologique, dans une idée de qui j'accompagne, de quelle manière, combien de temps. Le temps compte énormément pour nous. Euh, Prendre le temps, en tout cas, c'est pas le temps en lui-même, c'est pouvoir prendre le temps avec la personne qu'on accompagne, l'écouter et se dire, ok, j'ai fait un suffisamment bon travail et ça me satisfait. Et je vais continuer parce que tu as sorti plein de trucs, c'est pépite, j'adore. Il y avait aussi la notion, alors déjà d'élite dans les études, c'est ouf parce qu'aujourd'hui, psy, bah nous on est coach, alors nous on est mal regardé. Et enfin, tu vois, il y a toujours un domaine qui est mal vu quelque part, c'est Mm. incroyable. Tout ça pour se dire, croivez en vos rêves, vraiment, croivez très fort. Je sais que ça se dit pas, mais s'il vous plaît, n'écrivez pas en commentaire. Oui, puis alors en plus, aujourd'hui, les psys, et c'est marrant parce qu'à Voix de garage, on voit à quel point aujourd'hui il y a besoin de psys, que les psys Incroyable. ont des listes d'attente, tu vois, Et des bons. parfois interminables. Donc c'est intéressant.
Sans Et doute puis, qu'à l'époque, pour ton père, c'était une voie de garage. Aujourd'hui, Oui, je parce que pense je que... pense qu'ils regardaient les chiffres, tu sais. Ouais. Et puis quand tu mm, regardes le nombre de jeunes qui commencent et ceux qui sortent, il y en a, mais il y en a qui changent tout simplement de voie. Enfin, c'est ce Oui, que je lui avais dit. bien sûr. Bon, Mais voilà. comme dans toutes les études, en fait. Mm. c'est Et il y ça. a autre chose aussi que tu as dit et qu'on entend très souvent, et d'ailleurs qu'on a entendu, je me permets parce qu'on l'a déjà sorti, le podcast de Valérie. Mm, On a eu un échange avec elle, genre sur une discussion, elle s'est reconvertie. mm. Et toi, en fait, t'as été voir quelqu'un, ça t'a plu, t'as fait des études, et depuis, c'est ton taf. T'imagines? L'intuition, comment il est hyper primordial et j'ai envie de dire à placer avant tout, sans raison aucune. Après, on se donne les moyens, bien entendu, mais sans raison aucune, on sait que c'est ça. Et chez les neuroatypies, ça ressort très souvent. Tu t'es déjà fait le schéma, une petite rétrospective, genre j'ai choisi ma vie professionnelle grâce à ça. Oui, oui. Enfin, moi, je me dis enfin, après, je fonctionne beaucoup à l'intuition et de plus en plus, mais bah, si je peux aller un peu plus loin, moi je m'amuse à dire Oui. quand on me demande pourquoi je suis devenue ostéo, moi je m'amuse à dire, je ressens fondamentalement que je pense que j'étais sorcière dans une autre vie, quoi. Je devais être Ah, guérisseuse, ou donc il y a vraiment un truc qui vient du plus profond de mes tripes, quoi. Il y a vraiment cette idée-là, quoi. Ouais. Oui, oui. Cette conviction, oui, c'est organique, quoi. Mm, mm. ouais, C'est pas le truc que, coupé c'est pas que là, en quoi. France. Mm. Et quand je dis que là, pour les gens qui sont juste en écoute, du coup, je montre ma tête, hein, parce que là, donc, c'est pas que dans ta tête, c'est pas que cérébral. C'est aussi quelque chose de physique, quoi, Mm, mm, d'organique. mm. Ouais. Alors, comme elles étaient deux, on a une deuxième question des invités d'avant. Du coup, c'est la question de Margot. Qu'est-ce qui est compliqué pour toi, compliqué et ou problématique en gestion depuis que tu es indépendante? Donc, depuis toujours, toi, en fait. La compta. Ah, chiffre. Ouais, bah comme tu disais Audrey, on fait plein de métiers dans un. La compta, moi je déteste les chiffres. Si je m'amuse à dire à mes patients, si je pouvais faire du troc, ça m'irait très bien. Ouais, donc les chiffres, de prévoir et machin et nana. Donc ça c'est bon. Après voilà, ça fait un moment, donc maintenant je m'y résigne, mais c'est vrai Mm. que c'est vraiment pas une partie de plaisir. Euh, Et puis bon, après, moi, j'ai réussi à le pallier, mais je dirais quand même une sorte de solitude, mine de rien, parce que bah, on est quand même seul avec nos patients. Enfin, bah, voilà, il y a un rapport patient-praticien, et du coup, moi, j'avais vraiment, et c'est ce que j'ai fait depuis que je me suis installée, c'est que d'être avec d'autres pros, en fait, pour pouvoir Mm. échanger sur les pauses du midi, etc., pour, ouais, voilà. Avoir un autre rapport que patient-praticien toute la journée de 9h à 19h, quoi. Ouais. Tu pratiques du coup dans une maison médicale ou un cabinet pluridisciplinaire? Oui, Comment c'est tu fais? ça, c'est Ouais. ça. Là, je viens juste de changer, là, il y a pas, il y a quelques mois, mais j'étais pendant 15 ans, j'étais avec des dentistes Mm. dans le même cabinet. Et puis là, je viens de changer, je me suis, enfin voilà, il y a quelques mois, et je suis maintenant installée avec une hypnothérapeute et une thérapeute de couple. Ok, Ça a été, super. ouais, bah, enfin, j'ai déménagé sur la rue d'en face, donc en Mm. termes de localisation, ça n'a pas changé grand-chose. Par contre, ça m'a tenu, enfin voilà, ça s'est présenté à moi et j'ai sauté sur l'opportunité parce que j'ai toujours voulu être avec des pros avec une sensibilité un peu similaire à la mienne. Ça se passait très bien avec mes anciens collègues, mais c'est vrai que bah on fait pas du tout le même job, quoi. Donc Et les est-ce patients ne qu'il pas rechercher t'envoyait la quand même même? chose. Est-ce Oui, qu'il oui, oui, t'envoyait oui, des oui. gens? Parce que, Parce Ouais. enfin, que les dents, ah ouais, c'est clair. Non, et puis un de mes collègues était hyper ouvert, il s'est formé à la médecine, moi je me suis formée à la médecine chinoise, il s'est formé à la médecine chinoise ok, après, donc voilà, cool. hyper ouvert sur plein de choses, donc on avait des échanges très riches, et oui, oui, on avait pas mal d'échanges. Donc, Donc tu es c'était, ostéo, mais tu es aussi formé à la médecine chinoise. oui, exactement. Veux-tu bien nous en dire un petit peu plus? Oui. Eh ben, je dirais que toutes mes formations, ça s'est fait aussi un peu naturellement. J'ai pas cherché en fait. C'est que voilà, j'ai eu mon diplôme et puis je pense que j'avais une soif, ou j'ai une soif insatiable d'apprendre, de m'ouvrir sur différentes choses. Et puis la médecine chinoise, c'est venu 4 ans après mon diplôme, où en fait j'ai entendu parler de cette formation qui est une formation du côté d'Aix-en-Provence et qui est spécialisée, enfin en tout cas il y a un cursus pour les ostéos
qui est en 3 ans et demi au lieu de 5. Enfin, donc je crois que c'est 8 ou 9 week-ends dans l'année. Et en fait, j'en ai entendu parler parce que je me suis d'abord formée je me suis spécialisée en périnatalité au départ. Mhm. Et donc, durant mes formations, je rencontre une, deux personnes qui me parlent de ça. Et puis, en fait, il y a un peu cette idée que ça, de la graine, quoi, qui est Mhm. semée et qui grandit. Et puis, je me dis, mais c'est pas possible. Et puis, bon, mon grand-père qui était médecin, il faisait de la phyto, il m'avait donné des bouquins d'acupuncture. Donc, je trouvais que enfin, voilà, je Ah, suis assez ouverte aux signes. Après, on voit ce qu'on veut voir, j'entends bien, mais et en fait, voilà, je trouvais que c'était hyper chouette. Donc, on n'apprend pas à piquer. Mm. On n'est pas médecin, donc on n'a pas le droit légalement de le faire, mais c'est apprendre tous les concepts en fait de la médecine traditionnelle chinoise avec la circulation des énergies Mhm. dans les méridiens, la Ouais. saisonnalité, etc. Il y avait un peu de... Donc moi, j'ai pas du tout fait de pharmacopée, tout ce qui est plantes, etc. Mais voilà, juste comprendre en fait une autre vision de notre système, quoi. Ouais, c'est ça. Et ce que tu es en train de dire, c'est... Alors déjà, c'est très drôle parce que papy, il voulait pas que tu sois psy, mais il s'intéressait quand même aux aiguilles. Enfin, Papa et papy. Ouais, Papa, C'est Ah, papa ouais, ouais. psy. C'est Ouais, mais ça? c'était le père de mon père quand même, donc ouais, Ouais, c'est ça. ouais, ah ouais? ouais, complètement. Ouais. Et ce que tu dis aussi, c'est que nous, dans nos pratiques, à nous, notre vision, notre culture, on a tendance à faire vraiment la séparation tête et corps. Et on se rend compte qu'il était temps, parce que quand même, ça fait très longtemps que dans d'autres pays, ça se passe différemment. C'est que tout est lié, hein. On Mm. n'est pas juste un tronc et une tête, même si je le dis à chaque fois, je souhaiterais beaucoup ça. Euh, mais vous savez, comme Nick sans tête dans Harry Potter. Bref. Mhm, ouais, 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 ouais. Le côté organique, et tu l'as dit aussi, Annabelle, et on entend vraiment je crois à chaque fois qu'on fait un podcast, s'écouter, l'intuition, qu'est-ce qui parle dans notre corps, etc. Quel est ton lien, toi, avec ça, autant pour toi, pour accompagner dans le soin et les gens aussi que tu peux recevoir? Parce que s'ils viennent à toi, c'est qu'il n'y a pas que des gens qui se disent j'arrive, je fais mes 3 séances Mm. d'ostéo parce que c'est dans la mutuelle et tout va bien, voilà, merci, bisous, au revoir. Non, il y a aussi des gens qui viennent par urgence et peut-être maladie chronique, etc. Alors, il y a plusieurs questions dans ta Ah, question. exactement, j'adore. Tu peux faire ton plan, vas-y. Je dirais Petite. que mon intuition, bah, comme je le disais, mon intuition, elle a un grand rôle dans ma vie. Je pense que pendant longtemps, ça a été un truc que j'avais pas en conscience, en fait. Euh, voilà, sur différentes expériences que j'ai pu avoir depuis plus longtemps que je m'en souvienne, en fait, j'ai toujours eu un peu un truc d'instinct, quoi. Et puis, mine de rien, le fait de devenir ostéo, d'accompagner des gens, de voir plein de gens tout le temps, ça m'a aussi permis, entre guillemets, bah, déjà moi, de mieux me connaître et en plus de, enfin, la volonté, en fait, de mieux me Mm. connaître et donc, du coup, d'aller chercher aussi comment je fonctionnais, etc. Et puis, oui, le fait enfin, moi, je vois des gens douloureux toute la journée. Alors, plus ou moins, parce qu'il y en a quand même qui viennent pour des bilans, mais majoritairement, bah, tu vas chez ton ostéo quand tu as mal. Mm. Et en fait, à quel point finalement, au fur et à mesure des années, où je me suis rendu compte que mais clairement, la tête et le corps sont liés, quoi. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont purement mécaniques, et encore, j'aurais même de dire que même quand on a l'impression qu'on s'est bloqué le dos parce qu'on a porté un truc lourd, mal comme machin, en fait, il y a globalement, en tout cas, moi, ça, c'est ma vision des choses, il y a souvent un facteur émotionnel derrière, en fait. Et du coup, moi, ce que j'aime dans ma manière, enfin, dans mon métier, c'est de rendre les gens acteurs de leur propre santé. Moi, j'ai pas envie de voir des gens 10 fois tous les mois, ils ont toujours les mêmes douleurs, etc. Moi, ce qui me plaît, c'est ouais, de faire une sorte d'enquête, en fait, d'aller chercher un peu le pourquoi du comment, même si on est d'accord que c'est très théorique et que c'est pas si simple. Mm. Et voilà, et de pouvoir mettre des choses en place, et notamment le psychisme et la manière dont tu fonctionnes rentrent énormément en compte dans ton fonctionnement, en fait, et dans le fonctionnement de ton corps aussi. Quelqu'un qui est tout serré comme ça à l'intérieur de sa tête, il va être tout serré dans son corps aussi, quoi. Tu le fais Et très Tu le bien. fais vachement bien. ouais, Les gens j'en qui vois tous sont les juste jours. en écoute, on vous invite vraiment à aller voir l'image sur On s'est l'autre réseau senti qu'on peut serré pas en nommer, 3 secondes. mais Ouais. voilà, tu le fais très très bien. Mm.
Donc oui, donc après, voilà, c'est tout. Moi, ce que j'aime, c'est d'aller faire prendre conscience, en fait, d'en Mm, parler aux gens, parce qu'en fait, encore une fois, enfin, moi, ça me passionne de pouvoir guider les gens sur ce chemin-là, en fait, d'avoir cette conscience-là. Parce que, mm, comme tu dis, on est des petits bouts de corps en médecine classique. Voilà, tu vas voir le cardio pour ton cœur, enfin, tu vois, enfin, j'en sais rien, tout plein de spécialistes pour différents problèmes. Et il nous manque un docteur House, moi, je trouve, tu vois, dans l'approche médicale pure, tu Ouais, c'est vois, vrai. des systèmes qui fonctionnent ensemble. Enfin, et mm. il y en a, hein, il y en a, mais c'est pas la majorité, quoi. Mm. Pourtant, je suis Il pas le crie pas médecin. sur les toits non plus, parce que c'est pas très conventionnel aussi. Oui, oui, oui. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et puis voilà. Enfin, moi, quand je reçois des gens qui n'ont jamais consulté, je leur dis, bon, je vais vous regarder, je vais aller tester un peu votre mobilité des pieds à la tête. Je ne vais pas vous dire que vous avez mal au cou à cause d'une cheville, bien que on pourra en discuter, tu vois, et ça les fait rire. Mais en fait, il y a quand même, enfin, il y a tout un travail quand même éducatif, tu vois, Ouais. Et puis voilà, moi, enfin, c'était dans une partie de ta question, je crois, c'est qu'en fait, il y a énormément de gens qui sont déconnectés de leur corps. Complètement. Et c'est vrai que la compréhension du schéma corporel, c'est étrange parce que quand on est enfant, pour pouvoir se mettre à marcher, à faire certaines choses, il y a cette presque obligation à un moment donné de repenser la globalité, quoi, enfin, du corps, l'espace, la tridimensionnalité, etc. Et puis après, en grandissant, c'est comme si on se disait, non, c'est trop, pas besoin. Je vais aller juste m'intéresser à. Et du coup, c'est vrai qu'il y a une tendance à morceler. Et en effet, ce que tu dis, à s'intéresser qu'à une partie douloureuse. Et la cheville qui vient agir sur le cou, pourtant, tu l'as dit, hein, et pourtant, quoi. Et tu dirais que plus souvent, qu'est-ce que ça dit en fait quand toi tu refais le lien pour les gens ou que tu les accompagnes à refaire des liens entre leur corps, leur sphère mentale et leur sphère émotionnelle? Qu'est-ce que ça déclenche? Qu'est-ce que ça vient raconter? Si je devais simplifier un peu, je dirais que ça déclenche globalement des douleurs, Hum, des gènes, des inconforts. Et qu'est-ce que ça dit? Moi, j'aime bien l'image du vase qui déborde. hum, En fait, moi, ce que j'explique souvent, très simplement, c'est que la douleur, c'est multifactoriel, en fait, et que en fonction dans quel système tu es, en fait, dans quelle vie, dans quel moment de vie tu es, en fait, ça va pouvoir s'exprimer de différentes manières, plus ou moins fort, notamment. hum, Tu vas pouvoir plus ou moins la gérer, et qu'en fait, finalement, la douleur, c'est un système d'alerte hum, ouais, vraiment de trop plein, quoi. Moi, j'ai vraiment cette image-là que je donne à tous mes patients, c'est le vase qui remplit, qui se remplit, qui se remplit. Alors oui, tu t'es bloqué le dos parce que t'as ramassé un truc par terre ou en mettant ta chaussette, mais finalement, c'est que le mouvement de trop. Et hum, qu'en fait, ce qui est Mm. intéressant d'entendre, c'est qu'il y a sûrement plein de choses qui se sont accumulées avec bruit ou sans bruit d'ailleurs, hein, parce que parfois le corps est très fort pour compenser et adapter. Et puis bah, après, il y a un truc qui fait que... et ce truc, il peut y avoir enfin, différentes choses qui existent, mais globalement, moi, dans mon expérience, ou en tout cas ce que je vois, c'est qu'il y a souvent de l'émotionnel. hum. Oui. Plus Et- que le mental. Pardon. ouais. Non, c'était Plus... ça. Ah bah. Bah, en fait, j'ai envie de dire que le mental va amener de l'émotionnel. En fait, c'est-à-dire Hum, que oui, un surmenage, quelqu'un qui va être Ça se nourrit. en burn-out, mais qui n'en a pas conscience, tu vois, mais, donc il va y avoir un truc mental, mais aussi physique et émotionnel. Enfin, tu vois, j'ai hum. du mal du coup à dissocier Oui, finalement. c'est ça. Parce que si on fait le lien avec les neuroatypies, parce que voilà, c'est quand C'est ce même un que peu j'allais là-dessus. dire. Oh bah vas-y alors. Non, non, vas-y, vas-y. Chez les neurois, il peut y avoir cette sensation d'être une tête surpuissante. Enfin, pas tous les neurois, parce que il peut y avoir sinon la sensation d'être que des sensations aussi, c'est possible, hein, ou que des émotions. Mais enfin, il y a souvent un lien qui est pas, comment, qui est pas très efficient. Mm. Oui, Comment, oui.
Ouais, Ouais, vas-y. Non, non, bah non, bah vas-y. C'est En toi fait, qui... je pense qu'il y a, oui, il peut y avoir différents profils. Les gens qui vont, sûrement les neurois qui vont se faire envahir en fait par l'environnement extérieur avec une difficulté du coup de se protéger, etc. Et puis effectivement, la personne neuroatypique qui va penser sans cesse et il y a une sorte de fatigue corporelle, mentale, émotionnelle, d'épuisement en fait Mm. finalement parce que ça, la machine s'arrête jamais. Mm. Donc toi, tu le repères, ça. Oui, je le repère et je pense que je le repérais de manière instinctive avant de moi-même être diagnostiquée, enfin diagnostiquée, qu'on ait mis une étiquette, on va dire, et que là aujourd'hui, maintenant, je le sais. Oui, enfin, la neuropsy m'a dit, vous savez, on a des petites antennes, on se reconnaît, quoi. Bah, moi, enfin, Elle est et bien, oui, ta neuropsy. clairement. Ouais. Et là, il y a plein de choses aussi. J'allais aussi y venir aux neuroatypies, c'est-à-dire qu'il y a une certaine intellectualisation consciente qu'il faudrait, entre guillemets, relier tout ce système-là pour que ce soit plus fluide dans un but, je vais le dire à voix haute quand même, que le cerveau soit encore plus puissant. Voilà, je le pose ici. Il y a une différence aussi avec toutes les neuroatypies, donc HPI, THPI. Le TDAH peut aussi avoir euh, on va dire le mot, peut foutre le bordel. Et le TSA, qui tout à l'heure tu parlais de la personne neuroatypique qui peut être qu'en sensation, la personne qui a un TSA peut être constamment dans ses sensations, dans une volonté de le remonter aussi dans sa tête pour pouvoir le réfléchir avec le petit vélo dans la tête. Tout ça pour dire que en fait, il n'y a pas une façon de percevoir, voir, d'accompagner aussi. Comment toi, parce que toutes les personnes qui viennent à toi, certes, on a des antennes, donc doivent certainement sentir qu'il y a au moins la place d'être différente dans ton cabinet. Euh, Comment, sans trop en dire, parce que si la personne n'est pas prête, c'est peut-être pas le moment, mais de dire peut-être qu'il faudrait aller creuser du côté psy euh, pour que le corps se relâche et soit en paix avec, et peut-être, pourquoi pas, mettre sur la piste des neuroatypies. Bah, après, j'ai un peu, enfin voilà, j'ai un peu des, entre guillemets, discours tout faits parce que, en fait, c'est des choses que je répète assez souvent, mais en fait, je parle de ce qu'on discutait avant, en fait. Est-ce que vous avez déjà entendu que le corps et l'esprit sont liés? Et puis après, je vais aller poser des petites questions, quoi. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez les petits vélos qui tournent sans cesse dans la tête et qui s'arrêtent jamais? Est-ce que vous pouvez être sensible à des matières? Moi, je suis spécialisée aussi dans tout ce qui est oro-maxillofacial, donc je vais parler d'alimentaire, de texture, Enfin, j'ai un panel en fait de questions et puis je vois, enfin, après, c'est assez au feeling, mine de rien, mais Mm. je vois comment les gens y prennent ou y prennent pas, en fait. Mm. Tu vois, et ils vont rentrer Oui. dedans ou pas. Après, je peux aussi parfois partager quelques expériences que moi j'ai vécues ou que j'ai voilà, ou que j'ai lues, etc. Parce que c'est des sujets sur lesquels du coup j'ai eu vraiment un grand appétit à m'intéresser et à, voilà, ouais, c'est ça, à m'intéresser et à engranger des connaissances et à comprendre un peu le truc. Donc, et puis j'ai des livres dans ma bibliothèque, donc je peux leur dire, bah, tu vois, bah, j'ai tout simplement le livre, moi, il y a 15 ans, on m'avait conseillé de lire ce bouquin-là, et c'est Je pense trop, de Christelle Petit-Colin. Je sais qu'il est hyper abordable, et Mm. que, donc tu vois, enfin, voilà, je dis, bah, peut-être que là, ça va vous, je leur montre le livre, peut-être que ça vous parle, ça? Et puis, du Mm. coup, enfin, voilà, donc, encore une fois, semer des petites graines, je viens pas avec mes grosses bottes pour dire, ah oui, enfin, et puis bon, moi, je suis personne pour affirmer quoi que ce soit, mais Mm. je vais, voilà. Tiens, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder ça, lire ça. Et puis après, bah, quand ils reviennent, souvent on en parle. Mm. Je trouve ça bien aussi que tu mettes en avant le fait que, et je pense que tout praticien, praticienne pro devrait faire ça, c'est que la personne est décisionnaire et que tu te mets pas en sachante. Non, je fais un petit pas de côté pour les personnes qui sont dans l'accompagnement, de dire moi j'ai la méthode, le bonus, etc. Nous aussi en tant que client ou patiente, on peut aussi se dire ok là je suis pas dans un bon duo, je me sens pas à l'aise, je me sens maltraitée, je me sens etc. La semaine dernière j'ai entendu une coachée qui m'a dit bah en fait j'ai pas loin d'arrêter avec un tel. Bah pourquoi?
Parce qu'elle a dit qu'on ne devait pas s'arrêter comme ça. Il y a encore deux ou trois. Je dis, mais en fait, elle parle de son business. Elle Mm. parle pas de ta santé. Et un praticien ne doit pas imposer quelque chose. Je voulais aussi le remettre là parce que les neuroatypiques, on a toujours eu cette idée qu'il fallait être loyal dans les cabinets où on va, ou les gens qui nous accompagnent depuis longtemps. Et ben non, ici on pouvait aussi remettre en question parce qu'on a cette capacité-là de se dire un tel nous convient, un tel ne convient pas. Faites-le quand vous avez pas mal. Hein, moi je suis en train de faire le tour des médecins pour me dire qui je veux. Mm. Voilà. Quand t'es pas dans Vraiment. l'urgence, c'est vrai, hein. Ouais. Mais ce que tu dis, ce que tu dis, Audrey, c'est hyper important. Ce que tu dis, Anne-Sophie, c'est hyper important. Et je vais le reformuler encore parce que c'est vrai que dans tous ces métiers d'accompagnement qui sont parfois régulés, parfois pas, Oui, mais quand c'est euh, régulé. il n'y a pas de vérité. En fait, le praticien ne détient pas la vérité. Si le praticien affirme détenir une vérité quelconque, alors, a priori, il dépasse et il outrepasse clairement. Enfin, la posture est pas OK, quoi. Et c'est ce que tu disais, quoi. Toi, t'évoques des choses, c'est des hypothèses, et après, c'est la personne qui voit Moi, il y a une image si... que j'aime bien, que je donne souvent, c'est, vous savez, enfin, donc je dis exactement ça, qu'il n'y a pas une seule vérité, qu'il en Hmm, existe plusieurs, qu'en France, c'est très chouette, notamment, moi, c'est dans mon métier, mais enfin, dans mon monde, c'est qu'au niveau médical, on est à la pointe en France sur plein de choses, et c'est très chouette. Sauf que sur plein de problèmes, on peut mettre des lunettes différentes qui vont faire voir hmm, les choses différentes. Et c'est pas que l'un ou l'autre a raison ou tort, en fait, c'est juste une manière d'aborder les choses différemment. hmm, Et qu'en fait, hmm. on a ce truc-là hyper clivant, en fait. Et je crois que c'est très français. Oui, Voilà, c'est moi qui ai raison parce que machin, nan, et en fait, celui d'à côté qui peut aussi apporter, en fait, une vision différente, même si, enfin, voilà. Et puis, je dirais, enfin, je rajouterais qu'en plus de ça, il y a aussi un truc de, on ne dit plus je ne sais pas aujourd'hui, quoi. oui, c'est vrai. Hmm. On nous Et en fait, l'apprend moi, pas ça me petit, en rend fait. dingue Mm. enfin, des gens qui vont me raconter des choses que des médecins ont dit, etc. Et je me dis, enfin, alors je mets pas tout le monde dans le même sac, c'est des expériences personnelles et c'est des exemples précis. Mais je me dis, mais comment on peut dire ça, quoi? Et ouais, mais Oui, bon, c'est ça aberrant, existe hein. partout, hein. Je parle de ça parce que moi, c'est ce que je vis au quotidien. Mais je veux dire, dans n'importe quel métier, aujourd'hui, je sais pas, il y a un truc d'ego, je sais pas, enfin... Et je Il y a trouve ça aussi dommage, quoi. une question de limite. Je pense que c'est comme tout. Tu vois, il y a une question d'ego pour certains, il y a une question de limite professionnelle pour d'autres. Aussi parce que, encore une fois, il y a eu, je pense, une explosion de métiers qui ne sont encore une fois pas régulés et, euh, et avec des limites professionnelles pour certains praticiens qui ne sont pas très claires, je pense. Et je pense que du coup, ça fait une espèce de soupe à la bouillasse, tout ça, qui vise à mettre un peu tout le monde dans le même panier, peut-être, pour Oui. certains. Et le côté petit vélo dans la tête aussi. Mm. D'être dans une capacité, je dirais, en tant que neuroa, de se dire, certes, l'ostéo m'a dit ça aujourd'hui, est-ce que je décide de lâcher ou non? Euh, Après, il y a de quelle manière, ça c'est Mm. encore autre chose, mais de quoi je veux vraiment... euh, de quelle pratique je veux vraiment m'entourer, de qui je veux vraiment m'entourer et de quelle manière. Et il y a un moment donné où oui, mettre dans le corps, c'est chouette, mais le neuro ne pourra pas s'empêcher non plus de Mm. réfléchir. Toi, Anne-Sophie, si tu acceptes d'en parler, tu as donc, parce que tu l'as dit aussi tout à l'heure, tu as découvert tes neuroatypies. Est-ce que tu peux nous dire de quelle manière et comment ça a mis en lumière, parce que visiblement, ça n'a pas changé la praticienne que tu es, la pro que tu es, mais comment ça a mis encore plus en lumière ta façon d'être avec les gens? Euh, alors, par où je commence? Comment jongler, tu sais, Euh, je t'ai vu avec les balles. ouais, ouais, ouais. Ah oui. Euh,
Je dirais, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand j'ai commencé à travailler, je me suis retrouvée avec la douleur de certains de mes patients. Ah, Et ça a été, c'était des gens avec qui il y avait un truc qui se passait, quoi. Leur histoire me touchait, enfin, il y avait quelque chose. Et donc là, je me suis dit, attends, enfin, c'est vrai, je pense que ça, il y avait des choses qui se passaient avant, mais que j'avais pas, je pense, voilà, intellectualisé, etc. Mais quand j'ai commencé, je me suis dit, non, mais attends, je peux pas, enfin, je vais pas bosser 40 ans, c'est pas possible, je pourrais pas, quoi. Et puis bon, j'étais déjà un peu branchée développement personnel. J'ai lu quand j'étais ado Laurent Gounel. oui. Et en fait, ça m'a ouvert une porte. Moi, ma famille n'est pas du tout branchée là-dessus, etc. Donc, et en fait, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, tu peux décider de fonctionner différemment, etc. Donc, j'avais déjà ce truc-là. Je me disais aussi qu'en tant que praticienne et en accompagnant des gens, c'était important que j'aille aussi, moi, un peu bosser sur moi et me connaître, etc. Il y a eu ce truc-là de ressenti par rapport à mes patients. Et quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à faire un remplacement et la personne chez qui je travaillais m'avait dit, écoute, elle m'avait donné une carte en me disant, écoute, moi quand je suis en échec thérapeutique, j'envoie vers cette personne-là. Et c'était une kinésiologue. Hmm. Et puis voilà, j'ai traité une patiente voilà, bref, elle est allée voir cette femme, elle est revenue et elle m'a dit des choses, enfin, il s'est passé un truc en fait, elle avait deviné des choses avec le corps et je me suis dit, waouh. Donc, je suis allée la voir par curiosité. Et en fait, je raconte ça parce que c'est elle qui m'a fait lire Je pense trop. Donc, il y a 15 ans. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, je me suis retrouvée dans plein de choses. Et en même temps, je me suis dit, mais tout le monde est comme ça, quoi. Le Tout fameux. comme je me suis souvent dit, bah oui, mais on me dit ça pour me faire plaisir, voilà, sur mes capacités, etc., etc. Et puis voilà, puis ça, voilà, le temps a fait son chemin, etc. Et il y a quelques années, j'ai eu besoin dans mon travail personnel et en gros mon travail sur l'estime de moi-même de faire valider d'une manière un peu, enfin pas scientifique, mais d'une manière objective ou quasi objective mon hypersensibilité. Et quand je me suis renseignée à ce moment-là, le seul truc qui ressortait, c'était le test de QI C'est qui, vrai. effectivement, enfin voilà, c'était bien verbalisé, enfin, et expliqué que c'est pas tant sur la sensibilité, mais qu'en fait, les neuropsies, de manière générale, peuvent du coup en déduire des choses sur le fonctionnement. Et en fait, moi, ce qui me plaisait dans le test de QI, c'est qu'il y avait un truc objectif, en fait. Comme je disais, en fait, moi, on m'a souvent dit des choses et je me suis toujours dit, bah, les gens, ils sont gentils, ils disent ça à tout le monde, etc., etc. Et donc, donc j'ai quand même mis plusieurs mois. Donc, j'ai choisi alors, moi, je choisis encore une fois à l'intuition, au feeling. Donc, j'avais choisi quelqu'un pas très très loin. Et j'ai mis quand même pas mal de mois. J'ai envoyé des patients vers cette dame-là. Oh, Vous envoyez l'éclaireur. tester en fait. Voilà. Non, mais même pas, en fait. C'est juste que j'étais convaincue de la qualité de cette personne-là. Mais du coup, j'avais pas sauté le pas pour moi. Et puis, voilà, un jour, je l'appelle. Voilà, et puis, du coup, on fixe rendez-vous. Et il en est ressorti. Un score de QI où je crois toujours que c'est pas le mien, hein. Donc, bah, ça a été quand même, mine de rien, un sacré chamboulement, hein. J'ai perdu ta question, Audrey, d'origine, mais C'est comment tu as découvert toi tes neuroatypies et comment tu l'as mis en lumière ou en brillance, parce que finalement tu as toujours été comme ça avec les gens que tu reçois au cabinet, mais comment tu l'as mis en valeur, en lumière, pour aussi faire un relais, une passation, pour que les gens puissent se dire, ah, je suis peut-être pas folle, je suis peut-être pas fou. je trouve ça facile de répondre à cette question. En fait, je pense que quand moi, quand j'ai appris, du coup, j'ai eu, comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu vraiment besoin de lire beaucoup sur le sujet. Et en fait, j'ai un peu refait ma vie en me Hmm. disant, ah ouais, mais attends, mais j'ai ressenti ça, mais en fait, je suis pas tarée, quoi. Enfin, voilà, il y a un truc un peu où je suis un peu, voilà, bah, il y a un collègue, mon ancien collègue qui me disait, c'est joli d'être un vilain petit canard, parce qu'après, on devient cygne. Donc, je vais reprendre cette image-là qui est assez Mm. jolie, mais je suis un peu le vilain petit canard de ma famille. Moi, je parle, enfin, voilà, je bouscule un peu les codes, quoi. Et en fait, le fait d'avoir mis cette étiquette-là sur moi, et ben, en fait, ça m'a vachement apaisée. Mm. Et si j'en reviens en plus aux douleurs physiques, je pouvais avoir des tensions pas mal au niveau des trapèzes, là, au niveau du cou, etc. Et depuis, j'en ai plus jamais eu. C'est Comme s'il y génial. Waouh. avait des résistances qui avaient lâché, en fait. C'est Mm. c'est- c'est un peu ça.
comme si j'avais mis du sens sur mon fonctionnement et ça m'a tellement... Je me suis dit, waouh, mais en fait, déjà, je me suis rendu compte qu'en fait, je voyais plein de gens comme moi, alors qu'avant, tu vois, c'était le cas, mais je m'étais pas... Enfin, c'était pas en lumière, justement, je le faisais pas de manière consciente. Et quand moi j'ai su, je me suis dit, mais ça peut aider plein de gens, en fait. Et c'est en ça où je m'en sers dans mon boulot, c'est que du coup maintenant je comprends que je fonctionne, voilà, que j'ai des petites antennes, que tout ça, et que voilà, enfin, encore une fois, c'est pas du tout une vérité absolue et chacun son parcours et on est tous Mm, différents et il n'y a pas de sujet là-dessus, Mm. hein, mais finalement, tu vois, la neuropsy m'avait dit, vous savez, tout le monde devrait le faire. Alors je sais que c'est pas la panacée ce test, on est d'accord, hein, mais elle m'avait dit, vous savez, le fait de comprendre comment on fonctionne, ça devrait être un cadeau qu'on devrait faire à tout le monde mm, en dehors du score, de ce que tu veux, tu Bien vois. sûr. Mais juste de comprendre et de mettre du sens sur tes réactions, sur ton fonctionnement, sur tes besoins, etc. Moi, ça a été assez magique, en fait. Enfin, il y a eu un truc qui s'est passé de révélation. Enfin, ça a été assez dingue. Donc, Bah, ouais, si je peux refaire une boucle avec ce qu'on disait tout à l'heure, en mm, fait, du coup, maintenant, je me permets, en fait, de partager, alors je raconte pas toute ma vie, mais tu vois, de partager certaines choses ou de dire que ça existe, tu vois, voilà, comme je disais, de poser des petites questions pour que les gens se disent, ah bah ouais, mais c'est tout à fait moi, ça. Bah, peut-être que ça pourrait vous aider d'aller voir un tel. Moi, je travaille pas mal en réseau, mm. donc du coup, enfin, avec, voilà, des choses médicales, un peu moins médicales, voilà. Donc, voilà, je dirais ça. Et sur ton site, tu l'écris hein, très clairement que tu es atypique, que tu accompagnes des personnes neuroatypiques. Euh, qu'est-ce que ça change en fait quand tu accompagnes des personnes neuroatypiques? Est-ce qu'il y a des choses qui se modifient pour toi, que tu adaptes? Enfin voilà, qu'est-ce que ça change? En fait, je pense que je suis comme je suis et que je suis comme je suis avec tous mes patients. Mm, mm. Ce que ça change, je pense, c'est que j'essaye de... Ça va peut-être paraître un peu pédant ce que je veux dire, mais je vais le dire quand même. J'essaye de faire comme si j'aimerais qu'on fasse... Enfin, comme j'aimerais qu'on fasse avec moi, en ok. fait. Tellement. Donc, il y a un truc de... Je veux amener de la douceur, je veux amener du confort, je veux amener... j'ai envie que les gens soient à l'aise et que finalement, je me dis que c'est comme ça que le message passe et que les gens seront mieux, en fait. Mm, Et donc, oui, depuis que j'ai découvert mes neuroatypies, je me dis que, en fait, enfin, et que j'ai lu, etc., il y a un besoin de couverture douce, entre guillemets, dans la vie, de manière générale, pas que matériellement parlant, quoi, tu vois, Mm. de bienveillance, et du coup, enfin, voilà, j'ai envie d'amener des choses où j'aimerais que tous les praticiens fassent ça, quoi. Tu vois, il y a un truc de... Voilà, donc je travaille pas spécifiquement différemment avec les neuroatypiques, mais je vais être, j'ai envie de dire, encore plus attentive que ce que je suis avec quelqu'un finalement, bon j'en ai de moins en moins, hein, mais qui s'en fiche un peu, tu vois. Et ben voilà, je vais beaucoup verbaliser, je vais faire attention à mes gestes, je peux répéter 10 fois, vous me dites, hein, si c'est inconfortable, vous n'hésitez pas à me le dire, de pas forcer surtout, enfin mm. voilà, d'être dans le respect de l'autre en fait. Tu viens quand à Nantes? En fait, parce que moi et mes petites voix, et les petites voix d'Annabelle aussi, on veut, tu vois, parce que en fait, ce que tu es en train de décrire, pour moi, de mon schéma à moi, c'est tellement normal, et on devrait tellement verbaliser. La dernière fois, j'étais avec la réflexo, et limite, elle aurait pu me laisser partir comme ça sans rien me dire. Je dis, mais moi, il me faut de la nourriture intellectuelle. Vous avez senti quoi? Sinon, c'est un peu, je vais mettre un mot fort, mais pour moi, c'est un peu un viol. Genre, elle a perçu des choses et elle me dit rien. Et moi, j'ai besoin de relier. Et peu importe, en fait, ce qu'il y a à l'intérieur. Après, certainement, il y a des choses que tu ne dis pas parce que c'est pas ton terrain, mais communique, parle. Qu'est-ce qui peut faire tilt? Mais je pense qu'on n'est pas tous dans une volonté. Alors, en revanche, elle est quand même très, très douce et etc. Mais on ne voit pas forcément toujours l'utilité de verbaliser. Après, peut-être qu'elle veut pas déclencher ou sursolliciter, tu vois, redéclencher le Peut-être. petit vélo, peut-être. Et Oui, qu'elle se enfin. dit, si je lui dis, elle va tout réintellectualiser.
Quand tu ressors de là, à Je sais chaque pas. fois, elle te dit, la tête, elle est un peu chaude. Bah oui, je sais. Ah bah oui, Oui, ça fait 38 ans, madame. il y en a un peu chaud. Je veux dire, elle sera toujours chaude, ma tête. Mais oui, oui, il y a peut-être de ça aussi. Je sais pas. Toi, est-ce que, par exemple, ben justement, tu vois, Anne-Sophie, toi, est-ce que par moment, tu sens ça, qu'il faut pas ressolliciter pendant la séance le mental de la personne ou pas? C'est vraiment... C'est vrai, hein. Oui, Oui. alors oui, après, encore une fois, c'est des choses que je vais sentir. Après, parfois, je me dis, ah bah mince, je sens bien qu'en fait, j'ai peut-être un peu trop parlé là cette fois-ci, tu vois. Mais parce qu'on n'est pas parfait et que tu Bah vois, oui. et puis qu'on n'est pas toujours disponible de la même manière, et puis que tout ça, tout ça. Mais oui, bien sûr, j'essaye en fait de m'adapter à chaque personne, en fait, Ouais. une sorte de reset toutes les heures. Et ben, c'est une nouvelle personne qui arrive avec une nouvelle problématique, avec des nouvelles caractéristiques, avec, tu vois, et finalement, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, quoi? Hmm. Comment je Ok. peux m'adapter à son rythme. Il y a quand même un peu cette idée-là. Puis moi, je m'estime chanceuse. Je fais 1 heure, enfin, je prends 1 heure de consultation avec mes patients. Et j'aime ça, en fait. J'aime pouvoir prendre le temps. Hmm. Donc, il y a aussi beaucoup de conseils. À la fin, moi, j'aime bien voilà, donner des petites pistes sur plein de sujets différents. Ça peut autant être des petits étirements que d'aller consulter tel ou tel pro, que de lire tel ou tel bouquin, etc. Et ça, j'ai envie de dire, ça se fait assez naturellement, en fait. Je le sens bien. Et d'ailleurs, c'est pas les consultations que je préfère. Les gens qui, oui, en gros, avec leur énergie, leurs yeux, etc., ils me disent, non, mais tais-toi, moi, j'ai rien envie de savoir, j'ai juste envie que tu me soulages. Bah, c'est pas les gens, en général, qui reviennent, tu vois. Oui. Et ça me va bien, parce que Ouais. enfin, c'est pas les consultations, moi, qui me... Moi, je dis souvent, j'apprends presque autant des gens qu'ils apprennent de moi, en fait. Il y a une sorte d'échange. On peut autant parler de leur job que des problématiques, je sais pas, de parentalité, que de, j'en sais rien, enfin, de plein de trucs, en fait. Et je Hmm. trouve que l'échange humain est riche, en fait. Ouais. Mm. Parlons de parentalité. Non. Tiens, c'est une bonne perche. Parce que je sais que c'est quelque chose, toi, dans tes accompagnements, qui est presque, je dirais pas primordial, mais qui a une grande place. Oui, 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 bah, bah, j'ai toujours été attirée par la périnatalité de manière générale, donc la prise en charge des femmes enceintes, des bébés, etc. Et puis, bah, je suis devenue maman il y a quelques années, par 2 fois. Et en fait, et j'ai envie de dire plusieurs choses, mais Vas-y, dis tout. en fait, j'ai eu ce besoin de me renseigner. En fait, voilà, j'ai eu une enfance heureuse, mais voilà, avec, comme tout le monde, on va dire des hauts et des bas. Et j'ai eu cette volonté de ne pas reproduire ce que j'avais vécu, avec, voilà, peut-être une conscience ou j'en sais rien, enfin, bon, en tout cas. Et du coup, je me suis très vite intéressée aux neurosciences, finalement. Tu sais, les anciennes générations qui disent, ah ben moi, je faisais pas comme ça et t'en es pas morte et machin, tu vois, des trucs Plus comme ça. rien ne Et tient. voilà, exactement. Et en fait, du coup, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressée. Et puis, bon, avec mes propres enfants, de les avoir portés, de les voir évoluer, grandir, etc. Alors, encore une fois, personne n'est parfait, je recherche pas la perfection, mais je me suis dit, si je peux leur apporter voilà, une sécurité intérieure, un cadre, etc., pour qu'ils grandissent bien, ça sera chouette, quoi. Et donc ça a aussi vachement apporté dans mes consultations. Parce Hmm. que du coup, bah, je me suis formée sur l'allaitement. C'est un sujet qui m'a... Enfin, j'ai allaité longtemps mes enfants, donc bah, je me suis formée. Puis mine de rien, le fait de l'avoir vécu, bah, c'est pareil. On pourrait parler de ce sujet-là. Malheureusement, après, ça dépend toujours sur qui tu tombes. C'est toujours pareil. Mais moi, je suis désolée, on n'est pas suffisamment informé, on n'est pas suffisamment soutenu, on n'est pas suffisamment... Enfin, je voyais encore une patiente ce matin. Elle est toute seule, son bébé a 3 semaines, elle est épuisée. Enfin, tu te dis, mais comment c'est possible dans notre monde d'aujourd'hui, quoi? Enfin, voilà. Il y a... Ouais. Donc, du coup, oui, donc la parentalité a fait que ma parentalité, le fait de devenir maman, ça a fait que je me suis posé plein de questions, je me suis beaucoup renseignée, j'ai fait des formations, etc. Et du coup, c'est un sujet qui me plaît, quoi, de Hmm. pouvoir aider ces petits êtres à bien grandir. Moi, je me suis Mm. fait cette réflexion-là, mais c'est hyper personnel. Je vois des générations de gens qui n'ont pas confiance en eux, qui sont bloqués dans plein de trucs, qui restent dans des sortes de pensées ou de traumas d'enfants, etc. Et je me dis, mais en tant que parent, on a la responsabilité d'essayer. Alors, on peut pas les mettre dans du coton, hein, c'est pas l'idée, hein, tu vois, mais de juste, voilà, en tout cas, les gens qui se posent des questions, parce que c'est pareil, c'est pas tout le monde, c'est pas le cas de tout le monde, mais
d'avoir accès, tu peux avoir accès aujourd'hui. Moi, je trouve que voilà, Internet, ça a ses limites sur plein de choses. Et d'un autre côté, ça ouvre tellement la possibilité de... Moi, je suis formée sur les freins restrictifs. J'ai plein de mamans qui arrivent chez moi grâce aux réseaux sociaux. Parce qu'elles se posent des questions que le monde médical dit mais c'est normal, madame, votre bébé va bien, il n'y a pas de maladie, il doit aussi bien, etc. Et qu'en fait, d'ailleurs parfois il n'y a pas forcément de frein, mais disons qu'elles se posent des questions, elles n'ont pas de réponse. Et en fait, sur Internet, dans des groupes de discussion, ce genre de choses, et ben, elles arrivent à avoir des réponses ou des pistes en fait de compréhension de leur bébé. Je me dis, bah, c'est chouette, et d'un autre côté, c'est un peu dommage, quoi. C'est une Moi, porte j'ai de vie tendance à vivre ouverte, quoi. parfois un peu dans un monde de bisounours. Dans mon monde idéal, ça ne devrait pas se passer comme ça. Faudrait qu'on fasse le monde idéal, tiens, par invité, ce serait intéressant. Quel est ton monde idéal? Mm. Mhm. Et comme Et tu t'es... accompagnes... Ah pardon, Mais vas-y, non, vas-y. vas-y, vas-y, vas-y. Hein. Comme tu accompagnes aussi bien des nourrissons que... Enfin, en fait, tu accompagnes au fil de l'âge, au fil de la vie, quoi. Oui, parce Est-ce que ce que... que j'ai pas dit aussi, pardon, mais c'est que je me suis aussi formée du coup au réflexe archaïque, parce que c'est aussi, voilà, dans des troubles de... Enfin, en fait, finalement, chaque chose ouvre sur d'autres choses, quoi. Hmm. Donc pardon, du coup, Non, mais c'est je valide super. ce que Hip-hop-hop. tu Est-ce que tu vois une espèce de fil rouge à travers les âges? Je ne comprends pas ta question. Alors, je reformule. T'accompagnes à tous les âges de la Oui. vie. Et notamment, par exemple, alors chez le nourrisson, on ne sait pas encore qu'il est neuroatypique. On Ah, tu peux parle, le voir, hein. voilà, voilà, parce que on parle de bébé aux besoins intenses, par exemple. Mais est-ce que tu vois un fil rouge qui se tisse comme ça, qui peut se tisser, peu importe l'âge de la vie, le moment de la vie? Est-ce que toi, tu vois des choses qui se retrouvent, qui se recoupent? Un fil rouge, quoi. Je sais pas si mais moi, je dirais la conscience, quoi. Il y a un truc depuis tout petit, il y a la conscience du monde, la conscience de l'autre, de manière générale. Euh, ouais, moi je dirais ça en fait. Il y a bah, une manière particulière d'appréhender le monde et de voir le monde, mais il y a un truc, enfin, je sais pas, d'incarnation, quoi, je sais pas trop comment dire, mais que ce soit du plus jeune enfant jusqu'à la personne plus âgée, des gens qui sont ancrés, enfin, je sais pas, il y a un truc ouais, je dirais ça. C'est extraordinaire ce que tu dis parce que finalement, là, chez le bébé nourrisson, il n'y a pas autant de pensées, il n'y a pas autant de freins, hein, tous les on dit, on doit faire ou pas dire ne sont pas encore arrivés. Et les potentiels. Alors, il arrive avec son hérédité génétique, bien entendu, mais il y a un certain lâcher-prise chez les nourrissons. euh, qui, bah, du coup, tu le sens et c'est un certain fil conducteur. Moi, dans mon monde idéal, ce lâcher-prise euh, qu'on a connu quand on était nourrisson, ce serait bien de le vivre. Juste 5 minutes quand on est adulte pour voir ce que ça fait et pour voir tout ce dont on s'oblige à dire, à faire, à pas dire, à pas faire. Et que finalement, il n'y a pas grand-chose de grave si on lâche ce petit truc qui n'est pas si petit, parce que du coup, toi, tu reçois aussi des adultes qui ne lâchent pas, qui aimeraient, qui ont conscience ou qui n'ont pas conscience et qui n'y parviennent pas, ou c'est pas évident, qui se sentent aussi un peu, comme tu l'as dit, engoncés, étriqués, quoi. Euh, dans ce fil conducteur, est-ce que tu vois aussi chez les personnes plus âgées, alors je sais pas si tu reçois beaucoup de personnes plus âgées, je sais pas ce qu'on peut mettre derrière plus âgées, mais plus âgées. Voilà. C'est vrai que je vois des patients de 0 à 80. Je crois que ma plus vieille patiente, elle a 92 ans. Waouh! Est-ce qu'il y a des choses que tu vois dans cette génération qui pourraient être nos grands-mères finalement, nos grands-pères, nos grands-mères, qui, comment dirais-je, dans le corps est assez peut-être systémique d'une génération? Oui, moi je dirais euh, comment je vais exprimer ça? Il y a une sorte d'acceptation des choses un peu plus.
Tu vois, moi, je le relie au fait que, bah, à l'époque, on se posait moins de questions, on avait moins d'accès, de manière générale. Et du coup, là, je pense notamment à une patiente, enfin, moi, je la trouve formidable parce elle souffre énormément et il y a une sorte de, bah oui, mais bon, c'est comme ça, quoi. Il y a, comment je pourrais dire ça? C'est peut-être pas Résignation hyper clair, peut-être? mais euh, je sais pas trop comment dire, mais C'est quoi? C'est une C'est- fatalité ou ouais, un peu ça, quoi. s'en remettre à... Disons que c'est comme ça. c'est Il y a comme ça, une la nature est facilité. comme Ouais, c'est ça, ça, j'évolue et c'est exactement, comme quoi. ça. Hmm. Exactement. Est-ce que... Parce que... Bon, alors c'est des choses sur lesquelles on peut échanger avec Audrey en dehors de tout ça, mais c'est... est-ce- finalement, des fois, on n'invente rien, nos générations, tu vois, les dernières générations. C'est-à-dire que vraiment, moi, je parle de, tu vois, les générations de mes grands-parents à moi, qui ont traversé la guerre, etc. Eh ben, eux, ils avaient une espèce d'intelligence de... Ils avaient une intelligence de la nature, de la terre, de... Tu vois, aujourd'hui, il y a certaines choses où on dit, oui, c'est de l'écologie de faire ça. Mes grands-parents, ils le C'est de la faisaient, hein. pauvreté. Enfin, tu vois, oui, mais il y avait aussi une Sorte proximité de connexion, ouais. une chose qui est Oui. liée aussi, ouais, c'est ça, une connexion. Est-ce que c'est ça aussi que tu repères, toi, et qu'aujourd'hui on va appeler une fatalité? Parce qu'il y a ça aussi, c'est le regard que nous, nos générations, après, on porte sur, tu vois. Mm. Oui, aussi, ouais. Ou, ou est-ce que c'est une sagesse d'acceptation de ce qui est? Enfin, tu vois, peut-être que c'est un peu tout ça, hein, ça se trouve. Peut-être même. Ouais, je trouve que c'est difficile de répondre à ces questions parce que je pense qu'effectivement, comme tu dis bien, le regard qu'on a n'est pas la vérité. Enfin, c'est une Exactement. vérité. Euh, Moi, je vois un peu en tout cas, je ressens un peu le truc de, tu vois, un peu comme quand les anciennes générations peuvent dire, oui, enfin, regarde, nous, on fait ça et vous en êtes pas morts, quoi. Hmm. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça, quoi, de, Ou plutôt la fatalité. ouais, ouais, je dirais ça, moi, mais après, après, on est tous différents aussi, quoi. C'est Hmm. difficile de faire Oui, oui, puis des là, c'est des généralités. généralités. C'est vrai que ça n'a pas ça a pas grand sens, mis à part de, de poser une observation, quoi. Tu vois, il y a pas Et, longtemps, je voyais un truc. Je sais plus qui a mis, je sais plus où est-ce que je l'ai vu, mais que la génération des parents, en gros, entre les années 80, enfin, qui sont nés dans les années 80-90, c'est la génération de parents les plus fatigués parce que c'est la hmm, première génération qui gère ses propres traumas, qui a conscience de ce que ça hmm, peut donner sur ses propres enfants et qui, du coup, cherche à faire différemment. hmm, Enfin, j'ai trouvé ça, ça m'a fait sourire quand j'ai lu ça. C'est une certaine vérité souvent vraie, selon mon prisme, moi, je suis assez d'accord. En plus, bah, niveau génération, Anne-Sophie et moi, on est à peu près pareil. Et puis, Annabelle, désolée, Doudou, mais Annabelle, pardon. Euh, mais du point de vue de la remise en question de la charge que ça met aussi sur le corps, c'est super intéressant parce que on a beau prendre conscience avoir mis des images, des mots, on sait d'où ça vient, les traumas, ou peut-être le cran en dessous, il n'y a pas que des traumas, mais des choses qui nous ont marqués, qui restent dans le corps et qui se répètent de génération en génération aussi. C'est super dur. Je crois que j'avais lu une étude comme quoi il fallait 10 ou 11 générations pour effacer, enfin pas effacer, mais passer à autre chose quand il y a eu un hmm, trauma. C'est méga, méga long. Genre, nous, on ne le verra jamais. Donc, euh, et dans ça, il y a vraiment un poids qu'on porte dans le corps. hmm, Mais je dirais qu'il y a aussi, enfin, de toute génération, mais tu vois, la personne de 91 ans que tu reçois, qui peut-être aussi, euh, euh, il y a cette fatalité qu'on peut retrouver chez les plus jeunes. Je sais pas Oui, c'est s'il y a d'autres. ça. Ouais, j'avais aussi envie de tempérer que finalement, ça peut être une tendance, mais que comme dans toute tendance, en fait, tu as aussi des Mhm. gens qui sont différents. Enfin, tu vois. bien sûr.
Oui, totalement. J'aime bien, moi, poser ces questions. J'en ai deux, trois. Comment, tu sais, je me pose souvent la question, comme pour les coiffeuses, comme pour les dentistes. Est-ce que toi, tu vas chez l'ostéo? Oui, j'y vais. Ok. Et j'y vais quand j'ai pas mal. Voilà, Ah, c'est ça. bravo. Ouais, Tu nous, fais de là, la prévention. ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Bravo. Mais je Ouais, tourne ouais. parce que tu vois, enfin, je vais voir, je consulte en ostéo, puis je consulte aussi d'autres pratiques, parce qu'en fait, j'ai pas encore trouvé la personne, j'aimerais qui bosse comme moi. Ah, Tu vois ce que intéressant. je veux dire? Et que du coup, Ouais. alors donc je tourne, alors il y a Tu des, viens compléter, en fait. ouais, Ouais, ok. Bon, des fois, c'est pas plus mal, parce que différentes techniques ou oui. approches peuvent Du aider coup, comment je c'est vu. mentalise moins quand c'est pas un ostéo, du coup, ou une ostéo, je mentalise moins quand c'est une autre pratique. J'arrive Hmm, presque plus à lâcher. hmm. Ouais. Oui, forcément. Et attends, j'avais aussi autre chose. Euh, je suis sûre que ça va revenir. Annabelle, une question? Si, je sais, je sais. Ah, j'ai des questions, je me disais, attends, c'est en train Pars pas dans un truc. Qu'est-ce que tu pourrais, toi, dire ou faire prêter attention à une personne qui aimerait devenir ostéopathe? Je peux reformuler ta question. Quel conseil t'aimerais donner à quelqu'un qui veut se lancer dans des études d'ostéopathe? Des conseils dans quel sens? Eh ben oui, c'est pour ça que j'avais Encore? élargi. C'est ouvert? Que toi, peut-être, t'aurais aimé entendre. Ouais. Euh, En fait, je suis toujours un peu mal à l'aise par rapport à cette question parce que si on revient à des choses très terre à terre, aujourd'hui, on est hyper nombreux en tant qu'ostéo. Et tu vois, quand j'ai des jeunes qui m'en parlent, moi, pour rien au monde, je ferais un autre métier que ce que je fais. Et pour autant, je conseillerais pas aux jeunes de se lancer dans ce métier-là. Mm. Parce que la réalité économique fait que les jeunes ostéos aujourd'hui bossent peu. En même temps, quand tu es 15 dans un village, enfin, je sais pas combien de mille, enfin, donc en fait, moi, ce que je dis souvent aux jeunes, parce que vraiment un beau métier, hein, je reviens pas là-dessus, je leur dis si vraiment c'est une passion et que tu sens qu'il faut que tu y ailles et qu'il y a un truc dans tes tripes qui dit qu'il faut que tu y ailles, vas-y. Mhm. Mais si c'est parce que ça a l'air cool, parce que machin, bah en fait, c'est pas si facile, quoi. La réalité des choses fait que bah, quand tu t'installes, tu vois, moi, pour te donner un exemple, il y a 15 ans, mon cabinet, il a mis 4 ans à bien tourner. Donc, j'ai fait un petit boulot à côté. Oui. Euh, et aujourd'hui, je te dis, enfin, il y a des études qui sortent, hein, le nombre de jeunes ostéos qui tiennent pas dans le temps, en fait, parce que bah, tu peux pas payer des charges sans avoir de rentrée, quoi. Et que, encore une fois, et moi je dis souvent, c'est pas parce qu'ils sont pas bons, hein, c'est juste que bah, la Oui. réalité économique, et puis que voilà, on n'est pas intégré dans le système classique. Il y a quand même un système très scientifique dans notre médecine. Nous, on rentre pas là-dedans, en fait. Ça rejoint un peu les questions du début, en fait, hein, sur la liberté, le cliché de la liberté quand on est à son compte. Oui, s'il y a une certaine liberté, mais bien évidemment qu'il y a des contraintes. Et si c'était les questions de Juliette et Margot, sur les conclure, les contraintes du fait de travailler à son compte. Mm. Oui, C'est aussi t'es chef d'entreprise, quoi. Oui. c'est ça. Donc, si j'avais un conseil à donner quand même sur les gens qui veulent se lancer, ça serait de prendre une école avec avec une clinique qui tourne avec des patients Mm, entre guillemets, se faire la main avant mm, d'être tout seul dans son cabinet. mm. Puis peut-être d'être formé à l'entrepreneuriat. Ouais, alors ça, maintenant, les écoles le Ils font. le font? Ouais. Ouais, t'as des Ok. petites bases, tu vois, d'aide à l'installation. Mais plus, moi, je dirais plus dans tes capacités pour pouvoir, en fait, recevoir les patients. Et tu vois, Mm. enfin, si je peux vous donner un exemple, moi, j'ai compté à peu près à la fin de mes études, j'avais traité 1000 patients. Et ben, il y a des jeunes aujourd'hui qui n'ont jamais touché un seul patient parce qu'ils regardent le prof faire en clinique, tu vois. Ah, Oh, Peut-être que ça a un peu changé, parce que moi, je suis sortie il y a 15 ans et que
voilà, je m'intéresse moins à tout ce qui se passe dans les écoles, mais donc mine de rien, ça te fait quand même une sacrée différence dans la prise en Mm. charge quand tu l'as fait déjà plein de fois ou quand tu te retrouves, tu Et vois. c'est pas du tout rassurant en tant que gens. Ah non, Ah non, est-ce que tu as déjà touché des gens? C'est un peu bizarre à demander à ton ostéo. T'as déjà touché des gens? surtout que c'est un C'est métier, très enfin, étonnant. tu dois sentir les choses, Bah c'est ouais, pas, Oui, et puis le toucher, c'est pas un sens qu'on aiguise c'est ça. tellement en plus, hein. oui, Waouh. non. Bon, on arrive sur la fin de cet épisode de podcast et Mm. Anne-Sophie, nous n'allons pas déroger à notre tradition, bien évidemment. Anne-Sophie, sans savoir qui sera l'invité d'après, nous allons te proposer maintenant de poser une question à l'invité d'après, après avoir traversé cet épisode avec nous. J'ai un peu triché, hein, j'en avais préparé une avant. Cœur, cœur, cœur. J'avais envie de poser la question de savoir qu'est-ce qui a changé dans ta vie quand tu as arrêté d'être comme il faut. Oh, Ah, trop hâte de la poser, cette question. Merci beaucoup Anne-Sophie. Donc on arrive, ça y est, au merci. terme de cet épisode. Merci infiniment. Pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, allez-y, posez des questions si vous le souhaitez sous cet épisode pour Anne-Sophie en commentaire et nous lui transmettrons avec joie. N'hésitez pas, bien sûr, aussi à partager, mettre des petits cœurs, des étoiles, commenter. Et merci de votre écoute et Merci de votre beaucoup. visualisation. Et à très bientôt. Merci Merci. Anne-Sophie. Merci Anne-Sophie. Oui, bonjour, enfin rebonjour, parce que je vous ai laissé un message tout à l'heure. Je voulais vous dire juste, comme j'ai trouvé ça canon, je vous ai laissé un commentaire. Vraiment, comme j'ai trouvé ça super intéressant et compréhensible, j'aurais mis la belle aussi. Voilà. Et j'ai aussi envoyé à mon pote GG, parce que par contre, il a lu beaucoup et il a vraiment envie de me comprendre. Et aussi, je vous ai laissé les 5 étoiles sur un moyen d'écoute. D'accord. Et alors, en fait, l'idée, c'est de le partager sur une copine. Voilà. Et puis, si tu veux en savoir plus, et faire un suivi en formation. Et merci à vous. Bisous, bisous.